bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour Croco Hebdo. Croco Hebdo entre la 22e et la 23e journée. On va revenir sur ce match face à Dijon. On va parler du match qui vient face à Metz. On va parler de l'équipe, de la compo, du recrutement. On va parler de tout. On a sur le plateau celui qui peut parler de tout au Nîmes Olympique. Forcément, c'est Jean-Michel Cavalli. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes pressé, il y a entraînement tout à l'heure. Vous savez qu'on enregistre cette émission en début d'après-midi. Il y a entraînement tout à l'heure. On va essayer, non pas de parler plus vite, mais de parler de tout rapidement, de ne pas s'en mêler les pinceaux. Bien sûr, à mes côtés, Olivier Martinez. Bonsoir Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Et Patrick Champ. Ça va Patrick ? Bonsoir Pierre-Paul, très le bien. Le stage, ça s'est bien passé. Très bien. Le retour de Patrick, vous avez manqué pendant ces 2 semaines. Là. Ça n'a pas empêché Nîmes Olympique de gagner, donc c'est plus important. Vrai. Le principal était là. Allez, on démarre avec cette 22e journée. Nîmes Olympique recevait pour la 2e fois d'affilée à domicile. On se rappelle qu'en début de saison, il avait fallu se déplacer 2 fois d'affilée. Ça remet les pendules à 0. Et puis, on reste sur cette bonne série depuis la rentrée. Il y avait sur le terrain face à nous un ancien Nîmois que vous aimez bien, Patrick, un certain Anthony Vosalo. Oui, c'est vrai que Anthony Vosalo, je l'ai eu quand je m'occupais des 17 ans à l'époque, et c'est un joueur maintenant qui a 35 ans, donc le temps passe. Et moi, je prends des cheveux blancs, et Anthony Vosalo est certainement un des joueurs les plus âgés de la Ligue 2. Et Dijon, c'est un peu la marque de fabrique, puisqu'il y a Isabé, il y a Carrière aussi, qui ont entre 35 et 36 ans. Et il a fait partie de l'épopée, la belle épopée des Nîmois. De la belle épopée nîmoise de la Coupe de France. Et tout ce qui Anthony Vosalo au micro de Patrick Champ, à l'écoute. C'est difficile un petit peu parce que bon, j'ai passé tellement de moments sur ce terrain fantastique que revenir en tant qu'adversaire, c'est pas facile. Mais bon, l'année dernière déjà, c'était le cas. Donc bon, j'ai un petit peu d'expérience en tant qu'adversaire. J'espère que ça se passera mieux pour nous que l'année passée. Mais bon, c'est vrai que de revoir tous les gens que je connais ici, la famille et tout, c'est pas évident. Mais bon, il faut faire abstraction de tout ça. Non, bon, voilà, la carrière passe et c'est vrai que bon, de venir ici justement, ça me fait penser à toutes ces années. C'est vrai que le temps passe vite et bon, mais ça a été que des grands moments, des expériences superbes, que ce soit mon passage bien sûr à Nîmes, toutes ces années de pupille jusqu'à être le capitaine de l'équipe première. Bon, c'est beaucoup de fierté pour moi en tant que Nîmois. Et puis aussi mon parcours en Espagne, et puis à Dijon aussi, ça s'est bien passé. Donc bon, je suis assez fier de ma carrière. Bon, j'ai joué qu'en 2e division, j'aurais aimé connaître le haut niveau, la D1. Bon, ça s'est pas fait, mais malgré tout, je ne regrette rien. Il ne regrette rien, il s'est régalé, mais sa carrière n'est pas tout à fait terminée, Patrick. Non, pas encore, non. Je pense qu'avec le tempérament qu'il a, il peut faire une paire d'années. Mais c'est vrai que maintenant, le football va tellement vite qu'à un certain moment, après l'âge, prend le pas sur les jambes. Allez, autre personnalité sur le bord du terrain venue dans la délégation dijonnaise, bien sûr, celui qui est l'entraîneur en titre. Il s'agit de Noël Tosi, que vous connaissez bien également, Patrick, puisque lui aussi a œuvré à Nîmes comme entraîneur dans l'encadrement. Ouais, entraîneur de la réserve professionnelle il y a quelques années, donc c'est quelqu'un qui connaît bien le club et qui connaît aussi très très bien Jean-Michel Cavalli, comme ça va être dit dans le reportage. On écoute Noël Tosi, son métier, Nîmes, et puis il va nous rappeler quelques souvenirs, cher Olivier. C'était il y a 2 saisons, et il manageait Cherbourg à ce moment-là. On l'écoute. Parapluie. Ce qui est important, c'est d'avoir fait ce métier depuis 25 ans et d'avoir trouvé du boulot tous les ans. Ça, je pense que c'est un critère de valeur, de réussite. Quel bonheur d'être là avec vous ce soir dans de mes stades préférés, je veux dire. Et puis, en souhaitant une grande chance à Nîmes Olympique. Je rappelle une seule chose, c'est que quand je viens il y a 2 ans et demi marqué avec Cherbourg à la 94e minute et que je vous arrache le 2-2, Cherbourg a 5 points d'avance sur Nîmes et vous me demandez, toi tu me demandes, c'est fini pour Nîmes? Et j'ai dit non, c'est vraiment la meilleure équipe que j'ai vue. Et ils peuvent s'accrocher, ils peuvent aller au bout, et puis vous êtes allé au bout. Au détriment de Cherbourg, sur ce dernier match contre Laval et nous à Romorantin. Et je suis heureux pour mon club de cœur, parce que j'habite à 30 km d'ici. Et puis malheureusement, ce soir, ça va être difficile parce qu'on est vraiment en forme. Alors, ils sont vraiment en forme. On va voir que finalement, ça n'aura pas suffi, la forme des Dijonnais. 25 ans, il dit lui, de banc, Jean-Michel. Vous dites 21 maintenant. Il vous bat là-dessus.
Oh non, moi je parle 21 sur le plan professionnel, hein, sur le plan de l'équipe première professionnelle. Lui, il a beaucoup d'années de formation. Hein. Ouais. Moi, en formation, je ne suis jamais passé. Hein. J'ai toujours été un entraîneur de l'équipe première depuis 1989. Donc bon, les comptes sont vite faits. 89, 2010. Oui, je l'ai rencontré au niveau professionnel qu'une seule fois. Justement, il avait succédé, après avoir été... Enfin, il était formateur, il avait succédé à l'entraîneur en place à Grenoble, à l'époque. Moi, je parle 21 ans de banc de touche. Voilà, de banc de touche de première division. Mais vous le connaissez bien, d'ailleurs, il va vous rendre hommage dans les propos qui suivent. Il parle de son équipe, de la composition de son équipe, mais il parle également de vous, Jean-Michel Cavalli. Et c'est Noël Tauzy, bien sûr. Plus à l'aise à l'extérieur, pour quelle raison? Parce qu'il y a eu une grosse pression du public pendant 6 mois due à la non-titularisation d'Isabé. Et puis on a trouvé la formule pour titulariser Isabé. C'est pas facile quand on a des bons joueurs de les faire jouer en même temps. Et en trouvant cette formule, on s'est remis un peu le public avec nous. Et on a pu faire les mêmes prestations à domicile qu'à l'extérieur. Donc voilà, maintenant, on espère faire un grand match. Mais bon, je connais Jean-Michel qui est un ami et qui est, je vais le dire tel que je le pense, certainement un des meilleurs entraîneurs de Ligue 2, voire plus. Et qui est certainement méconnu. C'est vraiment un battant, c'est un homme de cœur, c'est un gars qui connaît le football sur la pointe des ongles. Et quoi et moi, il ne va pas le lâcher comme ça le match. Hein. Il n'a pas lâché le match comme ça, Jean-Michel Cavalli. C'est sympa, ça fait plaisir, un collègue qui dit ça de vous. Oui, moi je connais très bien Noël parce que Noël a arrêté sa carrière très vite. Malheureusement, il a eu des problèmes de blessures sur ses genoux parce qu'il était venu au Caselec d'Ajaccio quand j'étais capitaine en 2e division. Et lors d'un essai à Cannes, je me souviens très bien, il s'est pété les croisés. Les deux en même temps sur une intervention où c'était quand même un gardien de bonne qualité. Et puis c'est la raison pour laquelle il a 25 ans de coaching, parce que derrière il est devenu formateur très jeune, à l'âge de 26 ans, je crois 25 ou 26 ans. Donc je connais Noël depuis 27 ans exactement, puisqu'il en avait 25 à l'époque. Mais venant de la part de Noël, ça ne me surprend pas. Bon, c'est un petit peu flatteur aussi. Bon, mais c'est un garçon de cœur, Noël, on le connaît, c'est un affectif. Et puis, c'est un garçon qui connaît très bien le métier, qui sait qu'on passe par des moments très difficiles. Et il s'est révalorisé à un moment donné ce qu'il faut, parce qu'il a souffert aussi dans son passage parmi des clubs où ça n'a pas été facile tout le temps. Et il sait très bien ce que l'on endure. Et aujourd'hui, il y a un petit peu de réussite à Nîmes Olympique. Donc, il donne un petit peu, il essaye de donner à l'entraîneur ce que lui ressent dans son métier. Et c'est tout à son honneur. Ça veut dire que c'est un garçon qui n'est pas égoïste. Justement, Jean-Michel, à ce propos, après ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, un entraîneur sous-coté, dites-vous un entraîneur sous-coté, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Moi, vous savez... je n'ai jamais, vous me connaissez très bien d'ailleurs, je n'ai jamais été au devant de la scène. Ça ne m'a jamais intéressé, j'ai toujours fait ce métier par passion. Je me suis retrouvé là très vite, et je ne voulais pas être entraîneur. J'étais entraîneur à l'âge de 30 ans, j'étais le plus jeune entraîneur de France au niveau professionnel, puisque j'entraînais en 2e division à l'âge de 30 ans. Mais je n'ai toujours été attiré que par la passion et par l'aventure humaine, et j'ai toujours aimé mes joueurs. J'ai été peut-être sous-coté parce qu'à un moment donné, je n'ai pas voulu rentrer dans un système. Mais je dois être pratiquement le seul entraîneur de France qui a joué le Brésil et l'Argentine. Et ça, c'est le toit du monde. Donc vous voyez, la côte, pour moi, ça n'a pas de valeur. Ce qui a le plus de valeur pour moi, c'est les faits. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Toujours le terrain. Alors, il y a quand même des petites choses qui se passent, hein, même dans la presse. Voilà, voilà le France Foot de cette semaine, enfin un des deux, celui de mardi, je crois. Donc vous pouvez encore vous le procurer. Avec cette double page sur les crocos. Alors c'est assez logique puisque, donc, on le sait, les crocos sont désormais sur le podium et fermement depuis la défaite hier soir d'Arles à Brest, avec cette photo de Jean-Michel et ce long interview, cette longue présentation des crocos. C'est quand même plutôt sympa que la presse nationale reconnaisse aujourd'hui ce qu'elle a, et vous l'avez déjà souligné, largement ignoré il y a un peu plus de 6 mois.
quand finalement le Nîmes Olympique a fait un exploit peut-être beaucoup plus important que ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Moi, vous savez, je suis fier d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, cette page-là représente pour moi l'investissement qu'on y a mis. Il vaut mieux parler de Nîmes parce qu'on parle plus de Nîmes, on me voit en photo, mais on parle de Nîmes, c'est ça qui est le plus important à mes yeux. Et ça veut dire que quand on arrive dans un endroit, on travaille pour un club. Et c'est ça qui est le plus important sur l'article que je vois. Après, bon, la photo, c'est anecdotique parce que je suis l'entraîneur de l'équipe. Mais on parle de Nîmes Olympique aujourd'hui, et ça, c'est ce qui me rend le plus fier. Voilà, de donner aux gens ce que les gens, à un moment donné, attendent un petit peu de vous quand on est venu vous chercher. Bon, moi, ça a été un accident, ça a été un coup de cœur. Vous connaissez les raisons pour lesquelles je suis arrivé. Mais ça pour moi, c'est la plus grande valeur que je puisse avoir plutôt qu'on vienne me flatter ou qu'on vienne aujourd'hui me dire que je suis un bon entraîneur, etc. etc. On parle de Nîmes Olympique, on a réussi à travers les résultats et à travers le labeur de tout un chacun de réunir un seul club, puisqu'il y avait l'association et la société. Et là-dedans, il ne faut exclure personne. C'est le mérite de tout un chacun. Et je pense que c'est la récompense surtout, et il faut savoir le dire aussi, d'un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Gazot, qui est venu, ça fait 6 ans de ça, sur le plan financier, sauver ce club. Il faut savoir le reconnaître. Après, on peut toujours débattre, mais il a sauvé déjà le club sur le plan financier. Il a résisté à une certaine philosophie. Aujourd'hui, il y arrive, mais c'est un garçon qui n'est pas égoïste. Il partage avec tout le monde quand même. Donc c'est bien que M. Gazot ait un retour des choses par rapport à son investissement. Allez, peut-être bientôt la photo voilà, de Jean-Louis Gazot dans France Football. On va faire Puis, passer il ne faut le pas message. oublier que France Football, Vous, c'est en quand même tant la qu'abonné, Bible. Patrick, vous pourriez Ouais. faire passer le message. Voilà, faire un message. Parce que c'est moi qui l'ai amené, ça fait avec grand plaisir. Ce serait bien de qu'il y ait voir aussi une double page. la Ça, c'est pas photo. que- Non, mais je veux de dire Jean-Louis par là, Gazot. tout si à vous fait. me permettez, Ouais. je veux dire par là surtout que Jean-Michel Cavalli, il est là. Et Nîmes Olympique a existé avant lui. Ouais, mais- Il existe avec lui et il existera après lui. Mais par contre, si M. Gazot ne le sauve pas sur le plan financier, à un moment donné, Nîmes Olympique, peut-être que nous n'aurions pas existé derrière. Nîmes Olympique peut disparaître pour Voilà. très longtemps. Voilà. Et C'est bah, n'enlève bien rien de quand le- même le parcours qui de le est fait rappeler. depuis l'année dernière par Jean-Michel Cavalli et son équipe. Et C'est son quand même, équipe. On enchaîne avec donc ce match et ces images donc de l'équipe à l'échauffement. C'était vendredi soir donc au Costières avec un match à 20h. Attention, Nîmes grimpant dans les hautes sphères du. Il faudra s'habituer pour les prochains matchs. Ça débutera à 20h30 et ce sera retransmis sur Numéricable. Dans la compo, dans le groupe qui se présentait vendredi soir, 2 retours, celui de Johan Cavalli et puis d'Abderraouf Zarabi. Voilà, des retours de blessures pour les deux. Et sinon, un groupe tel qu'on le connaît depuis quelques matchs désormais, avec cette recomposition. Alors, on vous propose ce schéma-là, hein, Jean-Michel, mais c'est vous qui faites les schémas, donc vous allez nous le valider ou pas, avec cette défense, avec 3 défenseurs centraux. Est-ce que finalement, c'est la formule qui, en ce moment, je me rappelle, lors d'un interview, vous avez dit, attention, il y aura d'autres formules d'ici la fin de la saison. Oui, dans l'absolu, bon, moi je l'anime pas comme ça, mais elle est représentée comme ça dans l'absolu. Je l'anime d'une autre façon, mais c'est ce qui représente l'organisation, je dirais, type de ce que l'on peut voir au départ. Voilà. Ensuite, l'animation se fait autrement. Mais il est évident que ça pourra se transformer aussi. Ce qui est le plus important, encore une fois, c'est de trouver la bonne formule au bon moment. Au bon moment, ça veut dire en fonction de la forme des uns, en fonction de la présence de tout un chacun, en fonction de la forme du moment de l'équipe. En fonction de l'adversaire encore aujourd'hui ? Non, puisque ma philosophie, c'est de gagner un match. Ce qui est important, moi, c'est de mettre en place une stratégie avec les hommes du moment qui sont en forme pour qu'ils puissent exprimer à 100% de leurs possibilités afin d'être performants. Moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on vient de faire 3 matchs. On a utilisé 18 joueurs. Tout le monde a gagné.
Tout le monde a gagné. On ne peut pas dire, il est rentré Boli, le premier match contre Vannes, on avait gagné contre Istres. Il est rentré Keita contre Vannes, on a gagné. Et pourtant, on craignait l'absence d'Haïté, on a craint aussi l'absence de N'est-ce pas? Stozic, Voilà, exactement. C'est ce que je voulais en venir là. Et- On craignait l'absence de Stozic. Derrière rentre Abdel Zarabi, rentre Johan Cavalli, rentre Bocconiano, qui n'avait pas été titulaire. Et puis on gagne. Aujourd'hui, on ne peut pas dire on gagne avec les uns et pas avec les autres, et on perd avec les uns et pas avec les autres. Ah, mais C'est ce qui est aujourd'hui. La grosse force de Nîmes Olympique, c'est quoi? C'est qu'on a 18 joueurs aujourd'hui, ils peuvent répondre présent. Puis pendant le match aussi, on l'a vu, surtout Bastia, et puis bon, le match précédent, à un moment donné, tu as fait le choix qu'il fallait faire au moment quand Stozic est monté au milieu du terrain. De suite, tu n'as pas attendu une mi-temps, ça s'est fait automatiquement et ça a changé diamétralement la physionomie du match. Donc ça, c'est toi, c'est le coach, Capacité c'est la capacité d'adaptation d'adaptation rapide de Jean-Michel Cavalli sur ces coups-là qui ont été des coups gagnants. Ça c'est quelque part ma philosophie à moi, parce que maintenant il faut parler aussi d'un staff qui travaille avec moi. Herman Séné est venu me rejoindre, Jérôme Arpinon qui progresse à sa place aussi, Jean-Marc Sibille qui fait du bon boulot, un staff médical avec Jean-Pierre Marek, le petit Anthony Lombardo et le docteur Perret, qui aujourd'hui, quand on regarde un petit peu notre infirmerie, elle est vide. C'est important. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est pas la réussite d'un seul homme, c'est la réussite de toute une organisation de travail avec un investissement de compétences, je dis bien de compétences, de tout un chacun. Forcément, les joueurs le ressentent ça. Et eux sont dans les meilleures conditions pour extraire de eux le maximum de leurs possibilités. Donc on travaille bien, mais je pense qu'on peut toujours améliorer les choses. Justement, Olivier, une dernière question On a plein de questions, hein. On va se chamailler. Non, mais le fait qu'il y ait. On en profite, il est Ah, bah, là, attends, on en profite. On sait bien. Le fait qu'il y ait eu ces 18 joueurs qui aient gagné ensemble, est-ce que c'est une réponse à ceux qui pensent que l'effectif est trop gros au niveau olympique actuellement? Non, moi, ce que je peux répondre, c'est que l'effectif est gros en quantité, mais là, il n'y a pas de débat, c'est la vérité, il y a 32-33 joueurs. Seulement, moi, j'ai un héritage quand même de 13-14 joueurs qui sont en fin de contrat cette année. Donc, si on regarde bien l'arrivée de Jean-Michel Cavalli, ça se résume à quoi? En un an, à 8-10 joueurs. Pas plus. Donc, à un moment donné, sur ces 13 joueurs, combien on en conservera les prochaines? Ça, c'est autre chose. On peut en conserver 13, on peut en conserver 8, on peut en conserver 5, on peut en conserver 3, on peut ne pas en conserver du tout. Si c'était le cas, il ne nous resterait que 20 joueurs. Donc, ce qui est important, c'est surtout de travailler pour l'avenir. Aujourd'hui, on sait qu'on a 18 joueurs sous contrat pour l'avenir. Je ne compte pas les jeunes que j'ai fait monter dans le groupe. On sait qu'on a 18 joueurs sous contrat pour l'avenir et on sait qu'on en a 13 en fin de contrat. Libre à ces 13 de montrer qu'ils peuvent être performants avec les 18. Et à ce moment-là, on décidera qui on gardera. Mais c'est vrai que dans le nombre, dans l'absolu, c'est important, mais Jean-Michel Cavalli est arrivé en cours et il a un héritage aussi à gérer. D'accord. Donc j'essaie de le gérer le mieux possible, mais vous verrez que j'avais annoncé de toute manière que la véritable histoire commencerait l'année prochaine. La véritable équipe, le dessin de l'équipe que je voudrais. Et on est un petit peu en avance, je le reconnais. Mais si on est en avance, c'est parce qu'à un moment donné, on a eu de la compétence au club. Aujourd'hui, je fais un autre joueur. Si M. Gazot ne suit pas, on l'a pas. Bien sûr. Il faut qu'il suive lui aussi. C'est important. C'est important de travailler dans la confiance. C'est important de travailler dans la confiance. Et en même temps, c'est important d'avoir de la compétence. Parce que sur le plan sportif, on fait nos preuves, aussi bien les joueurs que le staff. Mais sur le plan financier, si le gars n'est pas bon, c'est refusé à l'NCG. Donc aujourd'hui, la force, c'est quoi? C'est le mariage de tout un chacun. Mais c'est que le club a les moyens de prendre ses Les paris. moyens, non, parce qu'on travaille, on essaie avec nos réseaux. Financièrement, ne croyez pas qu'on fait des folies. Oh là là, loin de là, loin de là. Mais seulement, on a nos réseaux, on est en face. Le président fait un effort quand il sent que ça vaut le coup. Il a une confiance totale aujourd'hui. Nous, on essaie de la lui rendre en lui amenant de la performance.
Parce qu'il faut quand même, je m'excuse, Ça aide, hein, ça aide. il faut, Ouais, vas-y, non, il faut non. quand même qu'il ait un retour aussi des choses. Ça aide. Et aujourd'hui, quand il voit ce constat-là, mais lui, il est content. Mais seulement, il nous donne les moyens de le faire, ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, la réussite d'un club, ce n'est jamais la réussite d'un seul homme. C'est la réussite de tout On un reste chacun. sur Avec la- les médias. Avec les médias. Avec les médias. C'est important. On reste sur la composition de l'équipe, Jean-Michel. Une des options que vous avez prises qui a le plus surpris, c'est de faire redescendre Mehdi Mostefa sur une aile droite ou en tout cas sur un couloir, de prendre la place entre guillemets de Nicolas Bayo, qui avait certainement pas démérité de loin sur toute la première partie de la saison. Et puis Mehdi Mostefa, finalement sur 3 matchs, je crois, à ce poste-là, s'adapte très bien, ça se passe bien. Il reste performant également, il fait les 2 passes décisives face à Bastia. On peut dire 3 côté celle de Dijon. Ils l'ont pas Ouais, accordé, non, mais non, on peut non. compter On 3. peut compter celle de Dijon, je ne sais pas peut si c'est un donner. Ils lui ont pas accordé, mais bon. Laquelle, il est pas- celle de Dijon? Celle de Face à Manregui? sur Manregui. Ouais, mais le premier but, c'est lui qui vient chercher le tacle Sur sur le- le gardien de sur but, le- et c'est lui qui fait marquer le premier but. C'est vrai C'est aussi. lui qui fait marquer. Et Alors, c'est il lui est- qui en enlève le dernier. C'est lui qui Donc, enlève le dernier. c'est lui qui retard, enlève, disons. c'est lui C'est qui lui qui enlève enlève- l'égalisation. c'est surtout Mais celui qui c'est enlève le important, dernier. non, je parle sur l'efficacité. Non, mais Efficacité, on est Mostefa dépendant en ce moment. Ah non, entre non, non, guillemets. non, mais je plaisante. Ah je ouais, plaisante. mais je l'ai Jean-Michel. très bien compris. Non, mais je dis que Simplement. c'est un petit peu passé inaperçu sur le premier but de effectivement. Yannick Boli, Oui. mais il va chercher à l'arracher parce que Maliki, on verra les images sûrement, ressaute sur le ballon et il lui empêche de prendre le ballon. C'est comme ça qu'il récupère Yannick. Je considère. C'est un guerrier. Et ça, c'est passe. disons que c'est la différence Donc, d'envie. Donc, la question c'est une option. était- La question était un peu compliquée, j'avais prévenu. La question c'est, vous êtes toujours prêts? Vous allez encore nous surprendre comme ça? Peut-être demain, Mostefa repasse au milieu ou vient à gauche ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous nous préparez là? Alors écoutez, vous êtes bien placés, vous à Nîmes, pour savoir. Vous avez connu un joueur qui s'appelle Michael Pagis. Moi, Michael Pagis, quand je l'ai récupéré à Ajaccio, plus personne n'en voulait en France. En national, je l'ai récupéré. Il joue au milieu de terrain, c'était un numéro 8 de formation. Et il a joué numéro 8 à Ajaccio pendant 6 mois. Et puis un beau jour, j'avais vu dans son travail qu'il était efficace devant le but. Et je l'ai fait passer 9,5. Et ce jour-là, quand j'ai parlé à Michael, il m'a demandé si j'étais sûr de ce que j'allais faire. Parce que bon, c'était jamais arrivé pour lui. Aujourd'hui, on connaît la carrière qu'a fait Michael à ce poste-là, tant mieux. Qui est passé à Nîmes. Moi, vous savez, en début de saison, à la trêve, quand on m'a posé la question, on m'a dit, mais vous avez recruté, c'est là. Je lui ai dit, vous savez, moi, l'équipe que j'ai en tête, je pense qu'il va falloir attendre encore un mois. Moi, j'étais convaincu de savoir ce que j'allais faire avec Mehdi Mostefa. Mais Mehdi Mostefa n'a pas enlevé la place à Nico Bayo. Parce que le titulaire à la base, en début de saison, et qui faisait très bonne partie, c'était Moussa Sidibé. Nico Bayo ne jouait pas. Ensuite, moi, je suis un entraîneur qui donne l'opportunité à tout un chacun. Nico Bayo est rentré, il a été performant. Il est resté. Maintenant, il s'avère que, sur ce que j'ai vu en fin de première partie, par rapport à l'objectif que je me suis donné moi, par rapport à ce que je voyais sur le potentiel offensif, où je pensais qu'on n'était pas assez efficace, il fallait que je prenne d'autres options. Et dans ma tête, Mehdi Mostefa pouvait non seulement cette pièce du puzzle être décalée pour faire un bon assemblage. Par contre, j'étais convaincu de sa performance au poste. Parce que je suis convaincu encore aujourd'hui que Mehdi Mostefa peut jouer en première division à ce poste. J'entends bien, en première division. Et comme moi, l'intérêt, quand je fais un travail, c'est pas de m'arrêter à ce que j'ai aujourd'hui, c'est d'essayer de voir plus tôt, d'anticiper. Se projeter dans l'avenir. Projeter un avenir. Aujourd'hui, il ne fait que me donner raison. Mais après, ce n'est pas une fierté. Ce qui est important, c'est de trouver l'efficacité pour l'équipe. Alors, la porte reste ouverte à tout le monde avec moi. Ça je l'ai prouvé. Vous avez vu le petit Bocognano. Il y a beaucoup de, c'est vrai, il y a Elle beaucoup est de ouverte. joueurs. Ce qui est important, c'est l'efficacité. Le petit Bocognano, oui, allez-y. Mais qui ne jouait pas et que j'ai pas hésité à remplacer poste par poste l'absence de Stosic.
Ouais, c'était c'était- risqué ouais, parce que nous, les premiers, on était quand même assez sceptiques sur le fait. Mais Paris, complètement. j'ai dit, c'est bien parce que c'est- Saïd, Après, on les a pas toujours entraînés, Saïd mais- Aïd ouais. Baït, Aïd Baït, d'où il sort, il joue en CFA. Voilà. Bon. Mais ça, c'est mon devoir, c'est mon métier. C'est de faire avancer C'est le moi groupe. qui ne dois pas me tromper, Ouais. pas vous. Vous, si vous vous trompez, c'est pas un problème. Et c'est normal presque quelque part. Et si vous ne vous trompez pas, tant mieux, parce que vous avez vu beaucoup de matchs aussi dans votre vie et vous savez un petit peu avoir des repères. Mais moi, je ne peux pas me tromper quand je prends un risque comme celui-là, parce qu'à ce moment-là, je paye cash. Et je fais payer cash le club. Donc, c'est mon métier et c'est mon devoir d'être performant. Et ce qui est important, c'est que les joueurs, quand ils rentrent, que ce soit à leur poste ou pas leur poste, ça donne le maximum. C'est ce qui fait quand même une différence et qui fait avancer l'équipe, puisque que ça soit Pierre ou Paul qui joue sur le couloir droit ou sur Non, le couloir merci, gauche, Pierre-Paul. c'est important. Pierre ou Paul Castelli ne jouera pas. Mais c'est Surtout vrai ne que c'est prenez pas important ce pour le- risque-là. Oui, Non, mais on le voit, hein, et c'est vrai qu'il y a beaucoup ça Mais nous bon. donne à chaque poste, et je crois que c'est quelque chose de positif, non, Jean-Michel? Tout à fait, mais bon, la base fondamentale, Ça, avant de parler de la qualité d'un joueur, c'est l'homme. oui. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans le groupe, Que des beaux mecs. non seulement des Beaucoup beaux de mecs, mecs. non seulement mais des hommes, à lesquels je ne me suis pas trompé. Ça, pour moi, c'est la clé de la réussite. Tempérament. Tempérament, ouais. la fidélité, l'engagement Au bout, c'est sûr, et la qualité. La qualité. C'est pas donné à tout le monde. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie dans un instant de Croco Hebdo. C'est parti chaud, vous avez compris, Jean-Michel Cavalli. Il n'est pas sur son banc de touche, il est à la télé, mais il est à fond. Allez, on se retrouve après cette très très courte pause. À tout de suite. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trière à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. Il était une fois les matinées magiques. Le rendez-vous que Kinépolis donne à tous les enfants et à leurs parents le premier dimanche de chaque mois, avec un tarif unique pour tous, 5 €. Au programme, Des animations, une avant-première ou l'un des films pour enfants à l'affiche, et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. Croco Hebdo, deuxième partie avec toujours Jean-Michel Cavalli avec nous. Jean-Michel, ça va? Cette pause bénéfique, elle a repris à marcher en avant? Ouais, ben c'est comme à la mi-temps, on est en train de rectifier un petit peu les questions. Là, je suis... Il nous a recadré, hein, bien sûr, il nous a recadré à la mi-temps de l'émission. Patrick, il a bien entendu. Olivier aussi, qui était un vrai. Bon, moi, j'ai pas compris grand-chose. Mais on enchaîne avec des buts. Tiens, les buts de vendredi soir. Bien sûr, après le match, vous avez signifié votre satisfaction de cette victoire. Mais devant l'enthousiasme des uns et des autres, vous avez tempéré en disant que on a quand même commencé ce match-là, en tout cas la fin de la première mi-temps, par prendre un but à être mené. Et on revoit ce but, et on vous a peu entendu sur ce but-là en particulier, mais on se rappelle, en tout cas de la réaction de Mehdi Mostefa, qui lui dit que c'est pas bon du tout. Personne n'est monté sur ce fameux joueur, là, Kevin Bru. On l'a laissé prendre tout son temps pour tirer. On va voir. Ça intervient après la sortie de Benoît Poulain, il faut bien le rappeler. Ballon. Ah, tout et à là, fait, ouais. il est Ça a été fait de tranquille, match. très tranquille. Bien sûr, il est loin, mais le ballon est remarquablement Et en plus, c'est placé. la zone de Benoît Poulain, cet endroit-là. Et donc, personne n'est allé chercher ce joueur pour ne serait-ce que l'empêcher de tirer ou le gêner. Et ça donne 1-0 pour Magnifique Dijon. but quand même. Ouais, il frappe au coup de pied, mais c'est vrai que la sortie de Poulet a tout désorganisé. Quand on dit au haut niveau, le changement d'un joueur, le temps de prendre ses marques, on a payé cash. Jean-Michel? Oui, bon, il y a des tas de raisons. Si on a pris ce but sur ce que j'ai vu moi, je l'ai analysé depuis que je suis
qu'on a fini ce match-là. Bon, ben, on va travailler dessus. Bon, il y a deux erreurs. En plus, bon, le garçon a un maximum de réussite parce que sur sa frappe, regardez où elle va. C'est difficile d'aller chercher un ballon comme ça. Difficile de faire mieux. De faire mieux. C'est la mi-temps. Donc, il ne lui reste plus qu'une issue, c'est de tirer au but, sinon l'arbitre va siffler, il le sait, puisqu'il n'a pas de mouvement à côté de lui. Mais par contre, il a le mérite de frapper. Et nous, on commet deux fautes. On commet une faute de placement, on commet une faute de zone, parce qu'on est trop bas. Et puis à partir de là, ça se paye cash. Ce qui est important, c'est de voir le banc de touche de Dijon très content. Ça veut dire qu'on a affaire à un adversaire important, un adversaire de qualité, et on connaît la suite. Alors la suite justement, donc c'est la mi-temps et puis le retour de la mi-temps. Et là, on n'a pas eu le temps, il ne fallait pas traîner au bar parce que dès la 46e, et c'est pas votre genre, hein, les gars. Non, pas du tout. Dans les Pas broches comme à la mi-temps, je certains, pense. voilà. Parce que ça Ah, mais ça, il va nous le raconter. dire, ça, On je sais regarde, pas. Allez. on regarde cette action. Ça part, comme nous l'a dit tout à l'heure Jean-Michel Cavalli. On n'a pas vu cette image d'avant. Et donc, il y a ce tir de Lucanjo, pardon. Jonathan Ité est bousculé pour aller chercher le ballon, mais Yannick Boli, lui, a bien suivi également. Et il va aller de près tromper la défense dijonnaise. Voilà, on n'est pas remonté assez haut dans le but. Hein. Vous vous rappeliez qu'il y avait une récupération de balle de Mehdi Mostefa sur ce but-là. Ça, c'est à la 46e. C'est sympa pour Yannick Boli de marquer aussi. Ben, j'ai choisi ce garçon pour équilibrer le flanc gauche. Je savais qu'il ne serait pas très spectaculaire au départ, parce que bon, c'est un garçon qui a eu du mal à jouer à un haut niveau, parce qu'on ne lui a pas donné sa chance, c'est pas parce qu'il n'a pas les qualités, la preuve. Par contre, pour mettre un but comme celui-là, je peux vous garantir qu'il faut avoir quand même un certain sang-froid, une certaine maîtrise. Mais ce qui était important chez Yannick, que je connaissais depuis longtemps, c'est que je savais qu'en même temps, c'était un buteur. Il vient de nous le prouver. 3 matchs, 2 buts, c'est ce que j'appelle l'efficacité, moi. Et puis, s'il y a un autre buteur, en tout cas à Nîmes, bien sûr, c'est Jean-Jacques Mandriki. Il lui en faut pas beaucoup, des occasions. Les entraîneurs adverses le soulignent périodiquement. Nous, on ne s'en rend même plus forcément compte. Il en est à 9. On le regarde ici. On est à la 58e minute. Et c'est Mehdi Mostefa qui, on a l'impression, essaye de donner tout à gauche là-bas. Mais en fait, il met parfaitement dans l'axe pour Jean-Jacques Mandriki. Je crois que c'est son premier but de l'extérieur de la surface. Alors, il est peut-être 1 mètre avant la ligne, mais je crois que c'est son premier but c'est de l'extérieur de la qui met cet surface. extérieur pied droit qui met le ballon en plein devant Jean-Jacques Mandriki. Et c'est vrai que c'est une passe extraordinaire, parce que il l'a mise au bon moment. D'une position de défenseur axial droit. Et donc j'aimerais, si on peut le revoir, je ne sais pas si on peut le remontrer. La frappe, on dirait, je ne sais pas, Jean-Michel, peut-être mes yeux ne sont pas... Oui, Mehdi a l'habitude de frapper le ballon de l'extérieur comme ça. Il se trouve dans l'axe parce qu'il vient de remplacer Poulain, justement, donc il est stopper droit, stopper axial. Il cherche véritablement Jean-Jacques. Et on sait très bien qu'il est toujours en rupture des défenses. Et puis Jean-Jacques... arme bien et il ne se pose pas de questions. Je pense que juste avant, au moment où il frappe Pierre-Paul, je pense qu'il est pratiquement sur la ligne des 16,50 m. Ou à l'intérieur, c'est vrai que ce n'est pas des buts qu'il a l'habitude de marquer, mais bon, c'est un garçon, Jean-Jacques, si on lui laisse la possibilité de frapper quand il est dans la surface, dans les 16,50 m, c'est rare qu'il ne marque pas, ou c'est rare qu'il ne cadre pas. Surtout moi. Oui, bien sûr, parce qu'après, on est toujours à la merci d'un gardien en état de grâce, ça arrive parfois. Olivier, Jean-Jacques Mandriki, efficace. Toujours pareil, Jean-Jacques Mandriki, c'est pas un attaquant spectaculaire, c'est pas quelqu'un qui va participer au jeu comme le fait Jonathan Ité, mais c'est quelqu'un qui rate presque rien. Et c'est impressionnant, quoi. C'est un renard de surface, le ballon qui traîne, c'est dedans. Là, bon, c'est en dehors, mais on l'a vu, il a été pris souvent dans les duels dans ce match-là, mais il a fallu juste une petite seconde d'inattention de la défense axiale, notamment de Vosalo, tout à fait. Ça fait but, ça fait ficelle. Ça, c'est un grand attaquant. Rien à dire. But. Voilà, la bonne pioche depuis un an. Meilleur buteur, Mandriki, Jonathan Ayité. Alors, on s'est dit que comme il se colle entre les deux, là, entre Jean-Jacques Mandriki et Jonathan allait mettre le troisième. Ça aurait été bien, ça nous aurait fait un peu plus de tranquillité. On aime bien transpirer quand même encore, Jean-Michel. Oui, parce qu'on n'arrive pas à tuer les matchs, c'est ce que je disais. Bon, et puis on court toujours derrière un but, c'est encore pire.
à la sortie, ce qui est le plus important, c'est le tableau d'affichage. Et dans la difficulté, on refait surface. Derrière, on arrive quand même à gagner le match. C'est déjà une grande force. Maintenant, comme je dis, nous, l'ambition, c'est laquelle? On parle de podium, on parle de première division. Vous savez, si on veut nous laisser la place, on la prend. Ça, c'est clair. On ne la refusera pas. Si on veut nous la laisser, on la prend. Maintenant, pour y rester, qu'est-ce que c'est l'ambition? C'est surtout de progresser. C'est ça la véritable ambition. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où je pense qu'on a refait parfois des performances qui, au départ, étaient compliquées, mais on ne les a pas forcément dominées dès le début. Donc, si on progresse, là, forcément, peut-être qu'on dominera notre sujet. Et c'est à ce moment-là qu'on arrivera peut-être à un objectif. Mais si on se dit, bon, aujourd'hui, on est sur le podium, pourquoi pas nous? Ça ne suffira pas, Parce que, bon, il reste 16 matchs, on est 4, 5 équipes, 6 équipes qui peuvent prétendre à ça. Moi, je suis convaincu et j'essaie de convaincre mes joueurs qu'ils aient de l'ambition personnelle. Si, sur le plan individuel, chacun d'entre eux, sur ce que l'on a discuté dans le vestiaire, progresse dans les secteurs où il faut qu'on progresse, là, par contre, je pense qu'on a une chance de se faire plaisir, d'arriver peut-être à anticiper l'objectif de 3 ans, pas cette année, peut-être l'année prochaine, pourquoi pas cette année s'il y a un concours de circonstances. Ce que je peux vous dire, et qui est sûr, c'est qu'il faut toujours justifier à un moment donné la réalité. La réalité, elle est quoi? Nîmes Olympique, 3e, il est sur le podium. Il n'est sûrement pas sur le podium par le fait du hasard. Il y a 2 raisons à celle-là, principales. La première, si on enlève les 6 buts contre Bastia et les 4 contre Caen, Meilleure défense. on a la meilleure défense. Et de loin. Toutes les équipes ont tous un buteur, supérieur au nôtre, à savoir Guemmer avec Cannes, Ribas avec Dijon, Giroud avec Tours, etc. Il y en a 5 ou 6. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a le meilleur buteur, mais ils sont 2. Et de loin. Parce qu'à 2, ils font 17 buts. Et ça, les autres équipes ne l'ont pas. Aujourd'hui, il vient se greffer Yann Boli, qui en 2 matchs, dans 3 matchs, a marqué 2 buts. Donc, Moukadio qui se met aussi un peu à marquer de temps à autre. oui, mais aujourd'hui, en efficacité, c'est pas la même chose. Ça. Mais aujourd'hui, on parle de buteurs. On parle de buteurs. Nous, on a 2 buteurs, mais on a le meilleur buteur, parce qu'à tous les 2, ils font 17 buts. Et sur le plan défensif, hormis ces 2 accidents, on a la meilleure défense. Donc, si on est là, c'est pas le fait du hasard. C'est qu'il y a quand même un potentiel. Maintenant, ce qu'il faut, c'est continuer à progresser pour pouvoir être dans ce wagon. Ensuite, on aura un coup de mou, comme toutes les équipes. L'ambition, c'est laquelle? C'est que ce coup de mou arrive le plus tard possible. Et quand il arrive, c'est de le faire durer le moins longtemps possible. Voilà un langage, voilà une philosophie de travail, voilà à ce moment-là ce qui peut devenir une surprise à la fin. Mais tant qu'il n'y a pas ça, on est dans les clous. On est dans les clous. On va regarder d'autres objectifs. Le classement. C'est-à-dire entre la 10e et la 15e place sur ce que j'ai dit, et M. Gazot avait annoncé la 8e et la 12e place. On va regarder le classement. Alors, ce qui est frappant, on ne vous a pas préparé le classement de Ligue 1, mais si vous êtes amateur de foot, vous pouvez l'avoir en tête. En Ligue 1, le 18e à 16 points. Ici, le 18e à 24 points. Et en Ligue 1, le 3e à 40 points, je crois. Donc il y a un écart énorme entre le 3e et le premier relégable en Ligue 1. Et l'écart est beaucoup plus serré en Ligue 2 puisque 35 points, 24 points. Alors ça fait quand même déjà 11 points, on peut être un peu rassuré, c'est Nîmes le 3e. Mais l'écart est extrêmement serré, ce championnat est extrêmement serré. Alors ce sur quoi je voudrais aussi attirer votre attention, façon de parler, parce que je pense que vous l'avez perçu. On va remettre ce classement. Les 4 derniers matchs, 4 dernières victoires, avec les 4 victoires du Nîmes Olympique, l'ont été face à Bastia, Istres, Dijon et, aidez-moi, Vannes à l'extérieur. Alors certes, il y a 3 matchs à la maison, il fallait rattraper les matchs allés, mais ce sont des équipes de bas de tableau face aux équipes du haut du tableau. Jean-Michel, vous me contredisez si vous voulez, mais j'ai souvenir d'une défaite
face à Caen à la maison, une défaite à Brest, une très belle victoire au Havre. On est accroché à la maison par Laval, si je me souviens bien, par l'Avignon, par Metz, etc. On a été forcément plus à l'aise avec les équipes de bas de tableau que face aux équipes de haut de tableau, hormis le Havre. Et même si à Nantes on a fait un bon match, on a quand même perdu au final. Est-ce que justement le progrès, ce ne sera pas dans le mois qui vient, ou alors là ça change beaucoup de choses, on va vous montrer le calendrier des Nîmois dans ce mois de février. Il faudra aller chercher un bon résultat à Metz. Et on sait que Metz est candidat affiché, déclaré bien sûr à la remontée. On recevra le Havre qui lui aussi descend de Ligue 1. On ira à Laval, et Laval est en pleine bourre, on a vu qu'ils sont très très bien classés. Et on recevra Nantes qui jusqu'au bout essaiera de tenter sa chance pour la Ligue 1. Donc on a un calendrier très très dur, après un calendrier a priori, vous allez me dire peut-être le contraire, mais a priori un peu plus facile. Moi, je vais vous répondre parce que c'est une bonne analyse. 2 raisons. La première, vous êtes un bon allié. Parce que vous, journaliste, vous me dites ce que moi, je revendique après mes conférences de presse. Et qu'on me dit, ouais, c'est un discours à la Giroud. Non, vous avez parlé de la réalité, là. Donc aujourd'hui, le premier objectif, c'est quoi? 44 points pour le maintien. On n'y est pas. Vous avez vu qu'on a gagné contre les derniers, donc on va prendre les premiers. Donc c'est légitime que moi je puisse revendiquer à un moment donné, mais vous parlez de podium, aujourd'hui l'objectif numéro 1 n'est pas acquis. On ne parle pas de maintien, on parle de 44 points. Deuxième objectif, moi j'avais dit entre la 10e et la 15e place en début de saison, M. Gazou entre la 8e et la 12e, on est dans les clous, mais il faut y rester. Entre la 8e et la 12e place, on voit qu'il y a très peu d'écart. Par contre, je vais rajouter quand même autre chose, c'est que sont tombés les résultats de la Ligue pour la saison 2009-2010, officiels. Nous avons le 16e budget et la 18e masse salariale. Il faut le dire, faut que les gens soient conscients. Donc, tant que je n'ai pas atteint l'objectif, je suis là pour protéger les choses. Par contre, je vais rendre à César ce qui lui appartient. C'est vrai qu'on a gagné contre ces équipes-là aujourd'hui. Mais par contre, quand on a été gagné au Havre, ils étaient seconds. Quand on a été gagné à Châteauroux, ils étaient 3e. Exact. Ah oui. Exact. Et je vais prendre le contre-pied de vos 2 analyses. Je pense que le niveau de l'équipe en début de saison n'a rien à voir avec le niveau qu'elle a actuellement. En plus, le calendrier était compliqué. Mais en dehors de ça, je veux dire que sur l'analyse d'aujourd'hui, sur les stats d'aujourd'hui, c'est la vérité. Mais quand nous avons gagné nos matchs au Havre et à Châteauroux, un était second, l'autre était 3e. Bon, vous avez cité le match de Nantes, on n'y revient plus, de la façon qui malheureusement on l'a perdu. À Brest, de la façon que malheureusement on l'a perdu aussi, parce qu'à Brest, c'est Moncanjo qui nous enlève l'égalisation sur une frappe de Mehdi Moustapha. On est d'accord? Donc, on arrive à avoir une constante. Mais ce que vous venez de dire là aujourd'hui, ça c'est la réalité de ce que l'on voit aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, vous avez absolument raison. En même temps, je vous remercie de l'avoir signalé. Parce que mon discours n'est pas un discours à la Giroud. J'ai horreur de m'identifier. Vous n'êtes pas le seul sur le discours. Non, mais moi j'ai pas parlé de maintien. Moi, j'ai toujours parlé d'objectif de 44 points. Donc, lui, Giroud, parlait de maintien. Moi, c'est pas du tout la même chose. Par contre, là où moi, je veux protéger les choses, c'est que le club a quand même une crise de croissance. Il va falloir la gérer. Elle va vite. Par contre, ça ne veut pas dire non plus que nous ne sommes pas ambitieux. Dans le travail, oui, on est ambitieux dans le travail. Et si on peut faire mieux que la 10e place que j'avais annoncée, on le fera forcément. Mais je vous répète encore une fois, nous, si on veut nous laisser la place, on monte. Je vois au sujet du budget, tu disais le 16e ou le 18e, disons que le talent fait qu'en ce moment, les joueurs ont pris une valeur, ils ont quand même beaucoup progressé, et disons qu'après, c'est pour ça que l'argent ne fait pas tout. Donc au niveau sportif, c'est vrai que par rapport au début de saison, il y a un gros fossé, on sent de la quiétude, on sent beaucoup de métiers, même si l'équipe est jeune, ce qui donne quand même beaucoup d'ambition pour le devenir proche.
Oui, mais il y a beaucoup de choses qui font tout ça. Bon, il y a le talent qui progresse. Il y a Nîmes qui, quelque part, fait un petit peu peur aussi, parce que c'est un patrimoine du football français. Il y a des tribunes qui sont garnies. Et quand on regarde 7530, hein, pour être précis, face à Dijon. Quand on regarde l'entraîneur, les entraîneurs de deuxième division, on regarde aussi, à un moment donné, l'expérience qu'il y a sur les bancs de touche. Je ne dois pas être loin des plus anciens. Avec Dupont, Alex, voilà. qui demande Qu'on est la même génération. Pareil, tout à fait. On est la même génération, donc on n'est pas loin. Donc ça aussi, c'est aussi à prendre en considération. Et ça fait que, en prenant le travail qui est fait, parce que nous travaillons véritablement en osmose tous ensemble, avec la direction, etc., il est évident que ça, c'est une force supplémentaire à nos arguments de début de saison qui font qu'aujourd'hui, on est peut-être un petit peu en avance sur la situation. On écoute justement, vous parlez de l'équipe, de la direction, sur le recrutement. Philippe Goursat, c'est Patrick Champ qui lui a tendu son micro juste avant le match face à Dijon. On écoute Philippe Goursat. C'est surtout des garçons qu'on suivait depuis la période estivale. Donc Saïd Aïdbaï, on n'avait pas pu pour des raisons techniques et économiques, parce qu'il avait moins de 23 ans et c'était compliqué en termes de transfert. Yannick, ça n'avait pas pu se faire tout simplement parce que Paris Saint-Germain n'était pas en phase. Et puis voilà, donc on a réussi Alfou Keïta, bon tout le monde sait pourquoi, c'était compliqué, il était titulaire sur la fin au Mans, changement d'entraîneur, il est plus titulaire, voilà, bon. Mais c'est 3 garçons qui étaient sur les tablettes du coach et qu'il souhaitait avoir le plus tôt possible. Donc en même temps que ça s'est fait pour la période hivernale, ça se fait aussi en perspective de la saison prochaine. Donc c'est une avancée d'ores et déjà pour la saison prochaine. Ludo Liron qui avait un petit peu de mal en termes de temps de jeu, qui souhaitait en avoir plus, a souhaité rompre son contrat qui se terminait au 30 juin. Et bon, d'un consensus entre le club, le staff et le joueur, il n'était pas question de le bloquer pour faire banquette. Donc on lui a laissé la porte libre. Voilà pour les principes de votre recrutement, comment sont arrivés Aïd Bailly. On l'a dit, je ne vais pas en oublier Yannick Boli, et puis, allez, ça y est, j'ai fini par l'oublier. Alfousseni Keïta. On ne le connaît même plus comme nom. On a l'impression qu'il fait partie de la maison. C'est excusable parce qu'il fait partie de la maison. Il fait partie de la maison. Et puis la surprise, alors on a retrouvé une photo, vous allez me dire si c'est la bonne photo, si c'est bien lui. Imad Zatara. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de Imad Zatara? C'est ce joueur, c'est lui? Tout à fait. 25 ans, il a la nationalité suédoise, mais il est également palestinien. Et il a même été sélectionné dans l'équipe de Palestine, avec pas beaucoup de sélections, mais on imagine que c'est compliqué pour l'équipe de Palestine de faire des matchs officiels. Et donc, ce joueur a joué en Suède. Il était donc joueur dans un club suédois. Comment vous les sortez des joueurs comme ça? Le réseau. C'est le réseau, d'accord. Tout d'abord, je vais quand même rectifier une chose qui est très importante à mes yeux. Sur ce que j'ai pu lire sur la presse en ce qui concernait Ludo Liron. Ouais. On ne se débarrasse pas des joueurs à Nîmes Olympique. C'est pas beau ça. On a beaucoup de respect pour eux. Ah ça, je sais pas quel. Oui. Non, parce qu'on est en train de parler de recrutement. Ludo Liron est quelqu'un qui a fait partie de l'aventure l'année dernière. Donc on ne se débarrasse pas des joueurs, nous, comme ça a pu être écrit quelque part. C'est un garçon qui a demandé sa liberté. Parce qu'il voulait vivre... une autre chose, maintenant, il était en réflexion pour la fin de sa carrière, etc., etc. Il nous était inconcevable de refuser à Ludo Liron son bonheur. Ça, c'est justement une autre façon de voir les choses à Nîmes Olympique, une autre philosophie que celle de se débarrasser des joueurs. C'est plutôt le respect de rendre exactement au joueur qui s'est investi dans le club l'an dernier son bonheur. Mais on ne se débarrasse pas des joueurs. Donc ça, c'est le point sur lequel... Oui, parce que j'attache beaucoup d'importance à ce qui peut être dit, et j'attache beaucoup d'importance
aux joueurs. Ça, c'est clair. De l'autre côté, Imad. Bon, Imad, moi j'étais sélectionneur de l'Algérie. J'ai rencontré une équipe qui a rencontré la Palestine. Et je me suis mis sur ce DVD. Et ce garçon-là m'avait interpellé. Je connaissais ce garçon-là. Et comme le DVD, surtout dans un match international, je ne regarde pas une fois mais 10 fois, j'ai eu le temps de bien l'analyser. Derrière, l'opportunité s'est présentée. Il s'avère que la coïncidence a voulu que Armand Séné, qui aujourd'hui travaille avec nous, l'a eu quelque temps auparavant aux Amalek. Et qui a pu lui-même me dire en même temps l'état de forme qu'il avait actuellement. À partir de là, quand l'opportunité m'a été présentée, il était beaucoup plus facile pour moi de récupérer un garçon qu'on connaissait plutôt qu'un garçon qui nous a... Et qui, bien souvent, vous savez comment ça se passe, on vous conseille, il n'y a que des perles rares. Les perles rares, si je ne les connais pas, je veux les voir. Bon. L'avantage par rapport au recrutement que l'on fait là, c'est que je ne prends jamais un joueur que je ne connais pas. Justement, ce type de joueurs-là, vous les recrutez avec objectif Ligue 1 ou sont des joueurs qui vont vous aider à atteindre l'objectif Ligue 1 est-ce que vous, parce qu'on sait que bon, vous êtes intelligent, on sait que... Merci. On sait que vous ne faites jamais les choses... Ça commence bien comme question, ça. Non, mais on sait que... flatterie pour commencer. Mais on sait que Jean-Michel, on le connaît maintenant depuis quelques temps, on sait que c'est quelqu'un qui ne fait jamais les choses par hasard. Le hasard, il ne connaît pas. Il a même des fois 3 plans de jeu de secours. Il y a 3 systèmes tactiques de secours. Donc il anticipe toujours les blessures de certains qui peuvent arriver et qui arrivent de temps en temps. Donc il a toujours un temps d'avance sur ce qui peut se passer sur le match. Donc j'imagine que dans le recrutement, il a un temps d'avance sur le recrutement aussi. Alors est-ce que vous recrutez des joueurs pour jouer en Ligue 1 ou pour vous aider à atteindre la Ligue 1 ? Alors moi je trouve que c'est une très bonne question et je vais vous y répondre très, très franchement. Il y a plusieurs critères dans mes recrutements. Il y a le critère du joueur qui va nous aider à monter en première division. Il y a le critère du joueur que j'investis parce que j'ai le sentiment qu'il peut jouer en première division. Et puis ensuite, il y a un troisième critère qui est important, c'est la gestion de l'effectif. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, qui a signé 3 ans ? 4 joueurs. Tous les autres, on est en danger. Parce qu'ils n'ont que 2 gens. Sur certains. Moi, je prépare la saison d'après. Mais en même temps avec des objectifs ambitieux comme vous le dites. C'est la première division qui nous intéresse aujourd'hui. On travaille pour ça. On ne travaille pas que pour aider à monter. J'ai des discours avec des agents. Et je voudrais préparer l'avenir un petit peu plus long terme. Et vous savez que dans les négociations, bon, il y a des joueurs qui sont peut-être, enfin des agents surtout, qui sont peut-être pas prêts aujourd'hui à prolonger parce qu'on a fait 6 bons mois et qu'on pense qu'on peut peut-être avoir autre chose. Moi, quand je vois qu'il y a des réflexions, je me protège. Donc Imad est là pour 6 mois et 2 ans minimum derrière, s'il nous convient, et si demain j'ai un départ, je suis paré. C'est une porte de... C'est intéressant de connaître... Après, libre au joueur qui ne veut pas rallonger son avenir ou s'inscrire dans la durée avec nous, se poser la question si à un moment donné, il n'aura pas un handicap par rapport au garçon qui s'investit davantage pour le club, ou pour si vous voulez, l'ambition du club. Donc, c'est une question de stratégie. Elle est sur le terrain, la stratégie, mais elle est aussi au niveau de l'effectif. Mais toujours, pas pour aider, plutôt pour... C'est quand même un international. C'est un garçon, vous allez voir un petit peu quand vous allez vous plonger dans sa carrière, qui a 25 ans, qui est jeune, mais qui a 8 ans de première division, qui l'an dernier jouait en Hongrie et qui a marqué 10 buts. C'est quand même un joueur aussi de qualité. Alors on a pu faire les deux coups, se protéger et en même temps avoir un joueur de qualité. Voilà pour être véritablement très clair sur la question. Olivier, c'est clair, vous avez compris. C'est intéressant. C'est pas des stratégies à 3 bandes, c'est des stratégies. Ah non, mais avec beaucoup de ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de langue de bois, quoi. Il n'y a pas de langue de bois. Non, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop, nous, quand vous savez, on nous dit, bon, il n'a pas été prolongé, mais on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Et c'est bien d'avoir la vision de Jean-Michel Cailly qui nous dit, attendez, moi, je ne prolonge pas, parce que des fois,
c'est leur réaction qui me fait pas prolonger aussi. Donc je me protège. C'est bien d'avoir ce côté-là, parce Des fois, qu'on ne le sait il pas. hésite. des fois, Et s'il hésite, moi derrière, je n'hésite plus. Mais d'abord, il faut le voir sur toute la saison, que ce soit début de saison ou au mercato, tous les joueurs qui ont été recrutés, c'était pour l'avenir. Et je crois que par rapport à tous les clubs de Ligue 2, c'est un des rares clubs, Nîmes Olympique, qui a fait aussi bien dans son recrutement. En quantité, et Parce que le petit budget qu'ils avaient, c'était pas mal aussi d'avoir fait ça. Enfin, je pourrais quand même rajouter un petit truc. Allez, le dernier mot. allez, Il faut qu'il ait le dernier mot. Jean-Michel. Non, c'est toujours dans l'esprit de la compétition, moi. Quand on regarde le mercato d'hiver, c'est un autre championnat qui commence. Hein. Parce que quand je vois les équipes en face, oui. Quand je vois les équipes, de l'autre côté. Quand je vois les équipes, il n'y a pratiquement pas une équipe qui ne s'est pas renforcée. Donc vous voyez que on est dans le bon tempo. Notamment Metz, notamment Strasbourg, par exemple, etc. Bastia, Dijon, Angers. C'est important de ne pas s'endormir. Voilà. Il ne faut pas. La Ligue 2 il est plus important le mercato que la Ligue 1. Il est plus effectivement, c'est plus efficace. Ouais. Mais écoutez, messieurs, il nous reste à remercier Jean-Michel Cavalli. Ah ouais. Je crois qu'on n'a pas perdu notre temps. Loin de là, on a compris beaucoup de choses. Bon, ils n'auront pas vu toutes les réactions, mais ils n'auront pas vu, mais il y avait Mostefa, il y avait Emmanuel qui avait du monde. Je crois qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, que beaucoup de supporters essayent de nous poser. On dirait, mais comment ça, on a eu Jean-Michel Cavalli en direct et c'est voilà, quelque ne chose de ratez positif pas Croco Hebdo. Si vous arrivez maintenant, ne ratez pas la rediff, sinon vous avez raté beaucoup de choses. À suivre, le match, la rediffusion, Nîmes Olympique Dijon, la belle victoire des Crocos. Et puis... un mot sur la Gambardella quand même. La Gambardella, l'élimination, on avait une belle image, c'est celle de Jean-Michel Cavalli, si on l'a calé sur le bord de touche, comme quoi il s'intéresse à des joueurs en Suède, mais également aux crocodilés. Il ne lâche rien, même le dimanche après-midi. Jean-Michel Cavalli, je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'à cette image, aller un petit peu plus loin. Belle performance quand même des Nîmois, même si l'élimination c'est à 5 minutes de la fin. Ouais, les petits ont été très bons dans ce match, ils ne méritaient pas l'élimination. Ils ont tenu de rage haute pratiquement la meilleure formation de France. Hein? Moi aujourd'hui, j'attache beaucoup d'importance avant mon départ, je ne sais pas dans combien de temps, de sortir un vrai Nîmois. C'est mon objectif. C'est le minimum, si on peut faire mieux. Mais véritablement, c'est dans ma philosophie. C'est vrai qu'on va prospecter ailleurs, parce que dans l'immédiat, on a besoin dans l'urgence, mais si, avant de partir, j'arrive à sortir un véritable Nîmois, j'aurai réussi ma mission. Allez, encore une fois, information, vous avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup à Jean-Michel, merci à tous les deux. On y resterait tout le reste de la soirée, encore une heure. On se régalerait toujours autant. Voilà. Allez, rendez-vous devant vos écrans de télé vendredi soir pour Metz, Nîmes Olympique et P.O. Costières. Le match suivant, ce sera, j'ai un tout petit trou, la réception du Havre, bien sûr, à 20h30 le vendredi à suivre. Merci encore, très très bonne soirée sur Télémiroir. Le match, c'est tout de suite. Et allez Nîmes. Et allez Nîmes. Quand même.